Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 85 dans lequel nous allons parler de fatigue et de comment venir à bout de la fatigue naturellement sans forcément dormir plus. Cette fameuse fatigue, pourquoi j'ai eu envie de faire un épisode dessus? Parce que nous sommes en octobre et je vois bien qu'autour de moi, et même moi-même, je suis concernée, il y a une espèce de fatigue, on sait pas trop, il y a un truc un peu bizarre en ce moment avec ce changement de saison, une espèce de fatigue, d'anxiété, etc. Et puis je pense qu'effectivement, la fatigue c'est quelque chose qui concerne aujourd'hui malheureusement beaucoup de personnes. Donc je me disais qu'un petit épisode dessus, ce serait intéressant. Et surtout, j'avais envie de revenir sur un peu les méthodes naturelles, en plus du sommeil. Parce que souvent, quand on est fatigué, on pense qu'on a besoin de dormir plus. Et souvent, c'est le cas. Je tiens quand même à le préciser. C'est important, effectivement, de vérifier si vous avez suffisamment de temps de réel de sommeil. C'est-à-dire pas forcément de temps passé au lit, mais de temps réel de sommeil. Ça, vous pouvez le voir soit en portant un objet qui va mesurer votre sommeil. Maintenant, il existe des montres connectées, des bagues connectées. Moi, je vous parlais de ma bague Oura dans un autre épisode que j'avais fait sur effectivement le sommeil. Je vous remettrai le lien dans la description de cet épisode. Il existe aujourd'hui effectivement beaucoup d'objets qui permettent de mesurer son sommeil, mais sinon, vous pouvez très bien le faire aussi avec une feuille et un stylo. Moi, j'avais fait ça à l'époque où je n'avais pas d'objet connecté pour mesurer mon sommeil, quand j'étais allée voir un médecin du sommeil, parce qu'effectivement, j'étais hyper fatiguée, je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais effectivement dans l'autre épisode. Eh bien, j'avais fait un agenda du sommeil. Donc vraiment, j'avais noté, en gros, un agenda du sommeil, c'est de noter l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on éteint la lumière, parce que parfois on peut se coucher, lire un peu, faire autre chose. Donc l'heure à laquelle on éteint la lumière et à peu près combien de temps on pense avoir mis à s'endormir. En général, on sent bien si on s'endort très rapidement ou si finalement on tourne dans le lit, on se retourne et on se dit « Oh là là, c'est long, j'arrive pas à m'endormir ». Bon, on n'est pas obligé d'être super précis, on n'est pas obligé de regarder l'heure, parce que parfois ça peut aussi nous réenclencher un réveil, etc. Mais voilà, en gros, vous mettez à peu près si vous pensez vous être endormi rapidement ou si vous avez mis du temps. Et ensuite, vous notez si vous vous réveillez la nuit, si vous restez éveillé la nuit, etc. Et à l'heure à laquelle vous vous réveillez pour de vrai. Et déjà, rien qu'en faisant ça, parfois on se rend compte de certaines choses. On se rend compte que même si on passe 8 heures dans le lit, par exemple, peut-être que vous n'avez passé que 7 heures à dormir ou encore moins. Et donc, potentiellement, selon vos besoins de sommeil, vous n'avez peut-être pas assez de temps réel de sommeil. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est un peu la première chose à faire, en fait. Souvent, quand on est fatigué, il faut se demander, est-ce que vraiment je dors suffisamment ? Est-ce que je dors suffisamment bien? Donc voilà, il faut voir aussi si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, forcément votre sommeil sera moins réparateur, ou si vous dormez d'une traite, etc. Voilà, tout ça c'est important de le savoir. Donc parfois effectivement la clé c'est de dormir plus ou de dormir mieux. Mais parfois ça ne suffit pas, il suffit pas de dormir plus et c'est parfois frustrant parce qu'on se dit mais je comprends pas, je me couche super tôt, on se rend compte qu'avec notre agenda du sommeil par exemple ou notre objet connecté on dort effectivement suffisamment et suffisamment bien et là on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Donc effectivement c'est frustrant mais c'est le signe que quelque chose d'autre manque ou quelque chose dysfonctionne. Donc je voulais un petit peu revenir sur les différentes causes qui peuvent expliquer une fatigue et surtout qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors la liste ne sera pas forcément
exhaustive. Et surtout, si jamais vous avez une problématique de fatigue qui est récente ou qui s'installe ou pour laquelle vous ne comprenez pas, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner. N'hésitez pas à déjà aller voir votre médecin pour faire tous les bilans possibles, écarter toutes les pathologies ou les problématiques possibles. C'est important. Et si ensuite, effectivement, il n'y a rien, ça vaut le coup de voir aussi sur d'autres aspects. Mais déjà, il faut voir au niveau de ce qui pourrait engendrer une fatigue et donc ce qu'il faut faire pour remédier à ça. Déjà la première chose à faire, c'est de vérifier les pathologies. Donc vérifier s'il n'y a pas un problème de thyroïde, par exemple une hypothyroïdie. En général, quand on est fatigué et qu'il y a un problème de thyroïde, c'est plutôt une hypothyroïdie. Il peut y avoir aussi un problème hormonal, autre que lié à la thyroïde, mais plus avec les hormones sexuelles, par exemple. Il peut y avoir vraiment des choses, soit des vraies pathologies. Donc là, il faut effectivement aller faire un bilan chez votre médecin qui saura vous recommander les prises de sang ou autres bilans nécessaires pour vérifier ça. Et là, s'il y a une pathologie, bien sûr, il faudra traiter la pathologie. Il peut y avoir aussi, au-delà d'une pathologie, il peut y avoir des carences. Ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose d'hyper fréquent parce que tout simplement, notre alimentation n'arrive plus à nous apporter tous les nutriments dont on a besoin. Et en plus de ça, on a tendance parfois à surconsommer certains nutriments de par notre mode de vie, de par plein de choses. Donc, c'est toujours important d'aller vérifier des carences parce que parfois, une bonne carence bien installée, ça peut vous mettre complètement KO. Alors, les plus classiques, effectivement, je pense au fer. Une carence en fer, c'est quand même quelque chose d'assez classique, surtout chez les femmes, et un vrai manque de fer, ça peut mettre complètement KO, donc ça c'est important de vérifier. Également tout ce qui va être vitamine D, mais aussi l'iode, parce que l'iode justement c'est ce qui est nécessaire au fonctionnement de la thyroïde, donc même si on n'a pas forcément une pathologie au niveau de la thyroïde, on peut avoir une thyroïde qui est un petit peu faiblarde, parce qu'on manque d'iode, donc on manque du carburant de la thyroïde, donc voilà, ça c'est important aussi d'aller vérifier tout ça, et de se demander un peu au niveau de notre alimentation, est-ce qu'on en a assez, etc. La vitamine D, pareil, voilà, je vous donne un peu les carences les plus classiques, bien sûr, il pourrait y en avoir énormément, mais c'est important de vérifier ça. Et puis il y a aussi la carence un peu moins classique, c'est une carence en cortisol, quand vraiment vous avez trop tiré sur la corde et que du coup votre cortisol est complètement effondré. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone qui nous met en action. C'est-à-dire qu'on commence à en sécréter un petit peu avant le réveil, c'est ce qui nous permet justement de nous réveiller, de nous mettre en marche, et puis on en sécrète un petit peu au cours de la journée avec différentes phases, et normalement ça diminue le soir pour nous permettre justement de nous reposer. Mais quand on a trop tiré sur la corde, quand on a un petit peu trop stimulé justement les glandes surrénales qui sécrètent le cortisol et que du coup les réserves sont un petit peu épuisées, eh bien si on n'a plus assez de cortisol, effectivement on est complètement KO et on a beaucoup de mal à se mettre en action. Donc ça c'est un bilan qui est un peu plus complexe, enfin pas vraiment complexe mais qui est moins commun en tout cas. Votre médecin pensera peut-être pas forcément à vous le proposer, mais si jamais les autres bilans reviennent positifs, enfin en tout cas montre pas de carence, que tout semble aller et que vous avez envie de faire ce test, vous pouvez le demander à votre médecin ou sinon vous pouvez aller le faire auprès de certains labos. Donc là ce sera non remboursé, ce sera à vous de payer. Mais voilà, ça permet de voir effectivement le cortisol soit sur la journée ou soit encore mieux le cortisol à certains moments précis de la journée pour voir justement s'il y a une bonne sécrétion qui se fait ou pas. Donc ça c'est important aussi de vérifier. Et en général par contre quand on a un cortisol qui est un peu effondré, ça peut quand même être le signe que, encore une fois, on a trop tiré sur la corde et là, il va falloir quand même mettre en place des choses, notamment du repos, mais pas que. Il faut revoir là, effectivement, tout le rythme de vie, potentiellement soutenir ces petites glandes surrénales avec des compléments alimentaires, des choses, voilà, donc en fonction de l'état, effectivement, dans lequel vous êtes. Un autre point important, ça va être de soigner sa digestion. Déjà, tout simplement parce qu'une digestion difficile, ça fatigue, en général, ça plombe, quand on a mal au ventre, quand on digère pas bien, en général, on n'est pas au top de notre forme niveau énergie. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable ou que vous souffrez de problèmes digestifs, vous savez que en général, quand vous êtes en crise, c'est pas le moment où vous avez envie de refaire le monde et de lancer des super projets. C'est plutôt des moments où on a envie de se rouler en boule dans son canapé, de faire une sieste, d'aller se coucher. Donc forcément déjà, une digestion qui se passe pas bien, ça fatigue. Et puis en plus de ça, une digestion qui se passe pas bien, ça peut aussi engendrer des carences, justement. Parce que si jamais l'estomac, justement, n'est pas assez acide, l'estomac ne fonctionne pas bien, on va moins bien absorber certaines vitamines, notamment la B12, on va moins absorber le fer, etc. Et donc, plus on aura une digestion qui sera perturbée, plus on aura le risque d'être en carence, même si on a une alimentation qui est plutôt équilibrée.
Mais si on n'arrive pas à absorber et capter les vitamines et minéraux qu'on amène via l'alimentation, bah forcément, on risque de ne pas réussir à refaire les stocks et donc de se retrouver en carence. Donc c'est un peu l'étape numéro 1, hein, effectivement, pour éviter de tomber en carence. Mais même si jamais vous êtes déjà en carence, c'est important de soigner votre digestion parce que si vous prenez des compléments alimentaires, mais que vous digérez pas bien, bah vous allez beaucoup moins bien les absorber que si vous digériez très bien. Donc quitte à prendre des compléments alimentaires, autant essayer que ça fasse le plus effet possible. Donc voilà, c'est important aussi de soigner sa digestion, son transit, voilà, son système intestinal, etc., etc. Et puis soigner sa digestion, c'est aussi limiter l'inflammation, puisque on sait que le système digestif, ça peut quand même être fortement un nid de déclenchement d'une petite inflammation, que ce soit au niveau digestif ou ailleurs, hein, puisque le système digestif, il est vraiment relié à peu près tout dans le corps. Donc voilà, c'est aussi, et l'inflammation, ça peut aussi fatiguer, puisque l'inflammation, c'est comme si le corps essayait d'éteindre un feu. Donc ça lui demande beaucoup d'énergie, ça lui demande beaucoup de choses à mettre en place, au niveau immunitaire, etc. Et donc forcément, bah, ça peut fatiguer. C'est pour ça aussi que quand on est malade, quand on a chopé un virus par exemple ou une bactérie, on est plutôt KO parce qu'effectivement tout notre corps est en train d'essayer de combattre cet ennemi via notamment de l'inflammation et via plein de choses qui se mettent en place. Donc effectivement, si on peut limiter l'inflammation, c'est toujours mieux. On peut justement retrouver un peu d'énergie. Donc la partie digestion, elle est vraiment vraiment importante et ça peut quand même faire effet sur beaucoup de choses parce que encore une fois le système digestif c'est vraiment le pilier qui va relier qui va tenir toutes les fondations de la santé, donc après tout va en découler évidemment. Un autre point important, ça va être de relaxer le système nerveux pour justement remettre l'énergie à la bonne place. Puisque en gros, quand on est fatigué, parfois c'est simplement que notre système nerveux est trop sursollicité, c'est-à-dire qu'on a trop de choses à gérer, donc on a trop de stress finalement, hein, c'est un stress qui va être un peu latent, mais notre système nerveux en fait si vous voulez il est un peu à deux vitesses, il y a l'accélérateur et il y a le frein, et les deux sont importants, il ne faut pas que les deux fonctionnent en même temps, ça sinon ça marche pas bien, mais en général on a le système nerveux orthosympathique qui nous permet de nous mettre en mouvement, en action, et on a donc qui est plutôt l'accélérateur, et le système nerveux qu'on appelle parasympathique qui lui va plutôt nous permettre de nous reposer, de récupérer et de reprendre de l'énergie, ça c'est plutôt le frein, sauf qu'en général dans notre mode de vie actuel, on a tendance à beaucoup trop sursolliciter l'orthosympathique, donc à beaucoup trop mettre le pied sur l'accélérateur, et on a tendance à oublier notre petit parasympathique. Sauf que si vous prenez n'importe quelle voiture et que vous ne faites que accélérer, votre voiture elle va griller. Il y a un moment, le moteur il est pas fait pour ça. Le moteur il est fait pour accélérer, puis ensuite freiner, réaccélérer, etc. Bah, votre corps et votre système nerveux c'est la même chose. Et en fait le problème c'est quand on oublie de freiner, bah, on bousille toute notre énergie, on se crame hein, littéralement. C'est d'ailleurs ce qui mène potentiellement à des burn-out. Et donc c'est important parfois justement d'appuyer sur la pédale de frein et pour permettre à ce système nerveux de repasser du coup en parasympathique, donc de freiner, et de redistribuer l'énergie à la bonne place, c'est-à-dire de plus dédier totalement notre énergie à l'action et la réaction, c'est-à-dire vraiment la gestion du quotidien, la gestion de tous les stress du quotidien, ou parfois des gros stress du quotidien. Ça demande beaucoup d'énergie. L'idée, c'est de pouvoir reprendre une partie de cette énergie et la remettre dans tout ce qui va être récupération, repos, régénération, etc. etc. Et c'est ce qui va justement nous redonner de l'énergie. Et ça, on a tendance à le sous-estimer parce qu'on se dit non mais je me reposerai plus tard ou voilà, je ferai de la relaxation, etc. plus tard quand vraiment je serai au bout du rouleau. Sauf que idéalement, il ne faut pas aller au bout du rouleau. Il faut essayer justement de garder cet équilibre. Et donc le fait de mettre en place des techniques de relaxation, ça peut vraiment vous redonner de l'énergie, mais quasi immédiatement. C'est-à-dire que soit si par exemple vous avez un coup de fatigue dans la journée, soit vous pouvez faire une sieste, où là du coup vous allez dormir, donc vous allez vous reposer et récupérer, mais vous pouvez aussi vous faire une technique de relaxation, donc qui n'est pas vraiment du sommeil. Parfois on peut s'endormir pendant qu'on fait une technique de relaxation, mais souvent c'est pas du sommeil très profond, c'est un petit peu du sommeil léger. Mais en fait ça va simplement vraiment permettre au système nerveux de se détendre, de passer en parasympathique, et rien que ça peut vraiment vous faire un coup de boost. Après vous allez vous
vous réveiller entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est pas du sommeil vraiment profond, mais vous allez vous réveiller en bien meilleure forme parfois qu'en ayant fait une sieste. Parce que justement, vous passez pas directement en sommeil, ou parfois c'est dur de ressortir du sommeil, mais vous restez dans un état de relaxation, de demi-sommeil, on va dire de somnolence, et ça peut vous faire vraiment du bien pour régénérer le système nerveux et donc redistribuer de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va pas réinjecter de l'énergie, c'est juste qu'on va prendre celle qui est présente, on va éviter qu'elle soit uniquement utilisée pour l'action, la réaction, le stress, et on va en remettre un petit peu dans la régénération, la relaxation, le repos, et hop, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, les techniques de relaxation les plus connues, vous avez la méditation, par exemple, la respiration aussi, parce que parfois, il y a certaines personnes chez qui la méditation, ça va pas faire l'effet escompté, c'est-à-dire que ça va plutôt les énerver, ou en tout cas, voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, en tout cas, à pratiquer comme ça un petit peu rapidement au quotidien, mais vous pouvez essayer la respiration, qui est quand même quelque chose de peut-être plus dynamique et de plus ludique, j'allais dire presque. Si vous avez besoin, en tout cas ça peut aider à vraiment se focaliser sur quelque chose, alors que quand on est en méditation, parfois on est tout seul avec nos pensées, et parfois c'est un peu le feu d'artifice des pensées. Donc la respiration, ça peut aussi être des techniques qui font qu'au moins vous vous concentrez sur votre respiration, ça vous donne un truc à faire, mais pour votre système nerveux, ça fait du bien. Et je pense notamment effectivement à la cohérence cardiaque, par exemple, qui est tout simple, qui est quand même la respiration la plus connue aujourd'hui, même s'il en existe plein d'autres qui sont très bénéfiques, notamment la respiration alternée, qui est plus quelque chose qu'on connaît en yoga, mais un peu moins dans le quotidien du bien-être. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, aujourd'hui il existe plein d'applications qui peuvent vous aider à faire ça de manière assez ludique, et en général il suffit de 5-10 minutes, et ça peut déjà faire beaucoup de bien. Vous avez aussi le yoga nidra. Moi, c'est vraiment une découverte que j'ai fait cette année grâce à mon amie Julie, que j'ai interviewée justement dans un épisode où elle nous parle du yoga nidra et du yoga restauratif. Je vous remets le lien en description pour que vous puissiez le retrouver. Et le yoga nidra, donc c'est une espèce de méditation guidée, j'ai envie de dire, où du coup vous êtes vraiment allongé sur le sol ou sur une surface qui vous convient. Et l'idée, c'est effectivement de se laisser guider dans c'est un mélange entre visualisation et scan corporel, voilà. Et je trouve que c'est hyper agréable. Moi, je fais ça en ce moment tous les midis. J'avais tendance avant à me faire une petite sieste que j'aime beaucoup faire quand vraiment je sens que là j'ai besoin de récupérer du sommeil. Mais des fois, je sens que j'ai pas forcément besoin de dormir plus, j'ai simplement besoin de ce temps un peu de relaxation dans ma journée. Et vraiment, je sens que mon après-midi est totalement différente. Et une petite séance de yoga nidra, ça peut être de 10, 20, 30 minutes en fonction de ce que vous avez envie. Et bien, ça peut vraiment vous faire un regain d'énergie, un regain de sérénité dans votre journée qui est assez incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, hein. Le mieux, c'est vraiment de tester pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et puis aussi, une autre alternative qu'on peut trouver, ça va être de s'aider de certains compléments alimentaires, de certaines plantes qui vont aider effectivement à soulager, soutenir et aider le système nerveux. Mais ça, voilà, je trouve qu'il ne faut pas non plus que ce soit le réflexe premier, parce que parfois c'est un peu trop facile, on se dit je change rien à mon hygiène de vie, je prends juste un petit complément et tout ira mieux. Alors certes, dans certaines situations où vraiment on ne peut pas appliquer des techniques de relaxation de manière ponctuelle parce que on a des choses qui nous arrivent dans notre quotidien ou des gros projets à gérer, etc. Bien sûr que les compléments peuvent être intéressants et ils peuvent venir aussi en complément de toutes les techniques de relaxation, mais l'idée c'est que ce soit pas forcément la première chose à faire, puisque l'idée c'est quand même surtout de comprendre d'où vient notre fatigue, qu'est-ce qu'on fait au niveau du système nerveux, est-ce qu'on en fait assez pour le soutenir ou pas, et effectivement de s'aider de certains compléments alimentaires qui pourront aider. Je pense notamment à l'ashwagandha, la rhodiola, etc. Il en existe plein. L'idée, c'est toujours de vous faire conseiller ou de vous faire accompagner avant de prendre des compléments alimentaires. On ne prend pas des choses comme ça un peu à la va-vite, et de trouver effectivement ce qui sera le plus adapté à votre situation, parce que ça dépend si vous êtes plutôt hyper stressé et que c'est ça vraiment qui vous fatigue. Est-ce que c'est vraiment de la fatigue physique et ou mentale, est-ce que en fonction, effectivement, il y aura différents compléments qui pourront être utiles. Et sans oublier, bien sûr, le magnésium. Dois-je encore parler du magnésium, hein? Celui-ci, c'est quand même le premier réflexe à avoir si on est un peu stressé et fatigué. Un autre point aussi important, c'est de vérifier si vous vous exposez assez à la lumière du jour, et surtout le matin. Alors là, je sais qu'on est en octobre, on est du coup en automne, donc les jours raccourcissent
raccourcissent, mais ça n'empêche pas. En fait, c'est important aussi on a un rythme circadien, donc qui est un rythme éveil et repos, où en général, on est censé à peu près être réveillé quand il fait jour et se reposer quand il fait nuit. Bon, c'est plus compliqué effectivement selon les saisons, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Et en fait, votre rythme circadien, il va être notamment rythmé par la lumière du jour, et notamment la lumière qui va rentrer dans vos yeux, que le cerveau va capter, et donc ça va lui indiquer, ok, là c'est le matin, c'est la journée, on se met en action, et puis le soir, quand la nuit tombe, on se repose et on commence un peu à ralentir. En gros, c'est un peu ça. Et c'est vrai que parfois, le matin, selon votre rythme de vie, on peut avoir tendance à ne pas trop s'exposer à la lumière du jour le matin. Surtout quand, par exemple, on habite à Paris et que du coup, on sort de chez soi juste pour s'engouffrer dans le métro et qu'ensuite, on sort du métro juste pour s'engouffrer dans notre bureau, où finalement, on a passé très peu de temps dehors, en extérieur, à avoir capté un peu la lumière du jour. Donc ça, c'est important aussi. Si vous sentez que vous avez du mal à vous endormir le soir, que vous êtes fatigué la journée, etc., c'est important de s'exposer suffisamment à la lumière du jour, surtout le matin, puisque c'est le moment où effectivement le cerveau va capter la lumière et se dire ok, c'est bon, là on se réveille, c'est la journée, et du coup ça va naturellement l'aider à ralentir le soir et à passer le soir plus en mode repos. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être soit d'aller marcher dehors le matin, idéalement, quand il fait jour évidemment, parce qu'en hiver, si vous allez marcher quand il fait nuit dehors, bon, ça va beaucoup moins bien marcher forcément, mais voilà, ça peut être en fonction de vos horaires, en fonction de votre rythme de vie, en fonction de vos contraintes, d'aller effectivement vous exposer. Le mieux, c'est à l'extérieur quand même, hein. Si vous êtes derrière une fenêtre, bon, ça marchera quand même, mais moins bien, parce qu'il y a forcément beaucoup plus de lumière qui passe à travers nos yeux et qui est captée par le cerveau quand on est dehors, en extérieur. Donc voilà, voyez si vous pouvez aller vous faire une petite marche matinale au moment où il fait jour, ou dans la matinée, ou le midi si vraiment vous n'avez pas pu le faire avant, mais idéalement vraiment essayer de vous exposer à la lumière du jour en première partie de journée. Ça peut vraiment changer pas mal de choses, et ça marche même les jours où il fait gris, puisque même quand il fait gris, il y a quand même beaucoup de lumière finalement qui est diffusée et qui est captée par notre cerveau. Donc voilà, forcément c'est mieux s'il y a du soleil parce qu'il y aura plus de lumière, mais ça marche tout à fait pour les jours où il fait gris, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on resterait au lit tous les jours où il fait gris. Un autre point aussi à vérifier, bon là qui est un peu plus technique, mais c'est au niveau des neurotransmetteurs. Je vous en ai déjà parlé, les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet de se mettre en action puis de se reposer. Donc c'est des choses qu'on va sécréter dans la journée, notamment la dopamine, la noradrénaline, etc. Et des choses qu'on va sécréter plus en fin de journée qui vont nous permettre de nous reposer, notamment la sérotonine puis la mélatonine. Et il se peut que si vous avez un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, que du coup votre rythme justement, votre rythme circadien soit aussi un petit peu décalé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez être un peu fatigué toute la journée puis avoir un regain d'énergie par exemple le soir venu. Là vous vous dites c'est pas logique, là j'étais claqué toute la journée, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller me coucher, et finalement je me retrouve le soir et j'ai pas envie d'aller dormir. Ça peut vouloir dire... c'est pas forcément la réponse absolue, mais ça peut vouloir dire que vous avez un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs et que donc vous sécrétez pas les bonnes choses au bon moment. Donc forcément votre corps il comprend plus parce que il a plus en gros son carburant qui va lui dire allez on se met en action et le carburant qui va lui dire on se repose. Donc ça c'est important de vérifier. Pour ça peut passer par plein de choses. Soit ça peut passer évidemment vous faire accompagner, hein, ça c'est la première chose à faire parce que la personne qui vous accompagnera pourra déjà rien que par un questionnement au niveau de votre alimentation, votre hygiène de vie, etc., de vos symptômes, pourra voir s'il y a potentiellement un déséquilibre. Et si besoin, c'est des choses qu'on peut aussi mesurer via d'autres bilans qui malheureusement ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale en général. Donc il faudra payer vous-même. Mais voilà, si besoin, on peut aussi faire des bilans pour voir un petit peu de choses que l'on manque et de choses qui sont potentiellement déséquilibrées. Donc voilà déjà un petit peu sur l'aspect peut-être plus santé. Et maintenant je voulais faire aussi un focus sur l'aspect un peu plus mental et le fait que parfois notre fatigue, elle peut venir aussi juste du poids du quotidien, c'est-à-dire un peu de l'aspect peut-être trop routinier de notre quotidien qui nous ennuie, des choses où finalement il nous manque un peu l'élan, la motivation, parce qu'en fait on n'a juste pas envie de faire les choses que l'on doit faire au quotidien. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être les deux parfois, mais c'est important de s'en rendre compte aussi et de voir est-ce que vous êtes peut-être beaucoup moins fatigué le week-end alors que vous n'avez pas forcément plus dormi. Est-ce que quand vous rentrez chez vous d'un coup ça va mieux parce que là vous allez commencer à faire des choses
qui vous plaisent. Voilà, c'est important de se poser ces questions-là et de garder des moments pour faire des choses qui vous plaisent. Je sais que parfois on a plein de contraintes dans notre quotidien, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais c'est important de garder des moments pour faire des choses qui vous plaisent et qui du coup vont vous nourrir et qui vont venir nourrir aussi votre énergie. Et parfois on s'en rend compte quand on se dit on est hyper fatigué, alors que finalement quand on voit des amis le soir, là d'un coup on n'est plus du tout fatigué, on est hyper en forme, on est hyper content de les voir, et du coup on se dit peut-être qu'en fait c'est ma journée simplement qui m'a fatiguée, mais plus dans le sens où en fait elle m'ennuie ma journée. Donc c'est pour ça que c'est important de rythmer votre journée ou votre semaine autant que possible avec des petites choses qui vous plaisent et qui vous redonnent un peu de l'élan et de la motivation et de l'énergie finalement, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cette fatigue mentale qui parfois peut venir soit d'un trop plein de stress bien sûr, mais parfois peut venir aussi d'un ennui où finalement peut-être que vous avez besoin de changement, encore une fois au niveau pro, au niveau perso ou les deux. Et donc voilà, donc c'est important aussi de se poser la question déjà, de dire ok, est-ce que potentiellement ça pourrait être ça, et puis déjà de faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. L'important c'est de trouver ce qui vous fait du bien et d'essayer de voir si vous pouvez un peu rythmer votre journée avec des choses comme ça. Ça peut être d'aller vous prendre un bon café latte le midi dans votre café préféré. Ça peut être de vous faire une bonne petite séance de yoga en rentrant du travail par exemple, parce que vous savez que ça vous fait du bien et du coup ça vous donne une perspective assez chouette en rentrant du travail. Ça peut être de proposer à un ou une amie de se retrouver pour le déjeuner, pour le petit déjeuner, pour un goûter, pour un dîner, etc. Ou juste pour une balade. En tout cas d'essayer vraiment de vous mettre des choses comme ça qui vont venir vous nourrir, et ça on a tendance à trop les sous-estimer, et à pareil on se dit non mais ça je ferai ça ce week-end parce que là la semaine j'ai pas le temps, etc. Sauf que finalement vous finissez votre semaine complètement sur les rotules, alors finalement c'est pas vraiment de la fatigue physique, c'est plus de la fatigue mentale et plus de l'ennui. Donc voilà, ça c'est important, et il faut aussi savoir se poser les bonnes questions, même si parfois c'est un peu inconfortable. Et encore une fois, ne pas hésiter à vous faire accompagner si vous sentez que vous avez du mal aussi à trouver les réponses seul, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose potentiellement à travailler. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode sur la fatigue. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère qu'il vous donnera des clés sur potentiellement pourquoi vous êtes fatigué, si c'est votre cas en ce moment. Et encore une fois, ne restez pas avec cette fatigue, il y a plein de solutions qui existent. Le tout, c'est de trouver celle qui vous correspond. Donc j'espère déjà que vous aurez des bonnes pistes à explorer. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre fatigue.